peut-être que je me suis dit, on va essayer les règles que m'a enseigné mon père, je vais les appliquer maintenant à l'électricité, au cancer, quand je m'aperçois que plusieurs cas de cancer se produisent dans les mêmes villes, au même endroit. D'accord. Qu'il y a peut-être une cause commune. Et c'était des cancers de quelle nature? C'était des cancers spécifiques, des cancers rares? Des cas rares, des leucémies myéloïdes chroniques, il n'y en a pas de beaucoup. De l'oligodendrogliome, c'est un cancer du cerveau, une tumeur du cerveau, qui est la plus rare selon Fleury, qui a passé sa thèse dessus. Allez, c'est parfait, comme ça on va venir au docteur. Ici. Bon, deuxième essai. Allez, non, mais on continue, allez-y. On va parler du professeur, mais après, qu'est-ce qui vous a fait avoir cette intuition que... Ben, peut-être que je me suis dit, on va essayer les règles que m'a enseigné mon père, je vais les appliquer maintenant à l'électricité, au cancer, quand je m'aperçois que plusieurs cas de cancer se produisent dans les mêmes villes, au même endroit. D'accord. Qu'il y a peut-être une cause commune. Et c'était des cancers de quelle nature? C'était des cancers spécifiques, des cancers rares? Des cas rares, des leucémies myéloïdes chroniques, il n'y en a pas de beaucoup. De l'oligodendrogliome, c'est un cancer du cerveau, une tumeur du cerveau, qui est la plus rare selon Fleury, qui a passé sa thèse dessus. Fleury est une chef de clinique qui a passé sa thèse sur les tumeurs cérébrales à Strasbourg et qui s'est aperçu qu'à Strasbourg, il y avait beaucoup... Enfin, elle a décrit que le Haut-Rhin était celui des départements français où il y avait le plus de tumeurs cérébrales. Je me suis demandé s'il y avait une cause locale. C'était après Tchernobyl. D'accord. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez fait vos investigations. C'était en quelle année, docteur? C'était il y a 15 ans, c'était en... Ah, ça c'est la cour. Oui, bon, c'est pas grave. Dites-moi, est-ce que c'était avant votre observation aussi? J'ai vu dans votre livre quelque chose qui m'a vraiment touché, c'est que vous étiez, je pense, le seul à avoir dit que lorsqu'on faisait un IRM, on avait notre taux de fer qui était modifié dans la composition sanguine. Expliquez-nous vraiment cette observation que vous avez faite. C'était une observation unique et probablement un hasard. Je l'ai trouvé sur moi-même, je m'étais fait passer une IRM et j'avais noté que j'avais une diminution du fer sanguin. Après avoir fait l'IRM? Après avoir fait l'IRM. Et que ça revenait le tout à la normale au 3e jour. C'était quelque chose de très rapide, très transitoire, qui ne s'est pas reproduit après. Donc je l'ai fait contrôler par un chef de service parisien qui m'a dit non, il n'y a pas de... Sur 50 cas d'IRM, il n'y a pas d'inversion de formule sanguine, il n'y a pas de trouble du fer, de sidérémie. Voilà. Et alors à partir de ce moment-là, je me suis mis à faire... Je me suis trouvé une liste de un des médecins qui m'avait aidé particulièrement, le professeur hématologue à côté de Paris, de Colombes, m'avait suivi dans mes recherches et avait trouvé que j'étais discret, donc il a accepté de me donner un truc extraordinaire. Il m'a donné 275 malades morts dans son service de cancer du sang entre 74 et 84. De sorte que je me suis lancé là-dessus. D'accord. En fait, c'est suite à votre expérience où vous avez vu que sur vous, vous aviez le taux de fer suite à l'IRM. La sidérémie. Vous avez eu l'intuition de dire, mais est-ce que ça ne pourrait pas, une exposition donc à des champs électriques ne pourrait pas être à l'origine de l'empoisonnement du sang? J'avoue que j'étais complètement sidéré par cette observation. Mais elle était mal rédigée, je l'avais envoyée au directeur du service d'études médicales d'EDF, qui m'avait répondu, vous avez fait une observation primaire, une princeps, et ça m'intéresse,
Mais qui le sait en France, ça, aujourd'hui, que le taux de fer est modifié? Non, mais il n'est pas modifié, justement, il ne faut pas dire ça, parce que je ne peux pas le dire, parce que les gens le traduisent mal. Vous voyez, vous venez de faire... Alors, c'est quoi la vérité? Il faut dire quoi, alors? Il n'y a rien du tout, mais il y a des effets, peut-être, des effets. Peut-être il y a des effets, donc je suis allé, à ce moment-là, je suis allé avec cette liste de ce patron de 275 cas de décès dans la région parisienne. C'était intéressant parce qu'on voyait que certaines villes, par exemple, il y avait plusieurs cas dans une ville et au contraire dans d'autres il n'y en avait pas. Je n'allais pas dans les autres villes, j'allais que là où il y avait des malades. D'accord. Et alors votre observation, qu'elle a été? Alors faites-nous part. Eh bien c'est que de m'apercevoir que sur certains des poteaux, la première observation que j'ai faite, ça a été une chose. Voilà, c'est cette photo ici. J'ai dit à un colloque à Monaco, j'avais dit, c'est une photo qui, pour 40 millions de francs, je ne vendrai pas. Parce que là-dessus, c'est là-dessus qu'a démarré vraiment la recherche. Je me suis dit, à côté de ce malade, le malade est ici, derrière ce sapin, c'est à Argenteuil. Qu'est-ce que c'est que ce quatrième fil, ce cinquième fil, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce fil? Je ne savais pas, je ne connaissais rien en électricité. Et là, j'ai eu un beau-frère qui était Supélec, ingénieur supérieur d'électricité. Il m'expliquait qu'il y avait 3 phases et puis un retour. Il me dit, et puis il y a le protège contre le protège foudre aussi, le parafoudre. Donc, les trois sont les phases ici. Tu en as un qui est pour l'électricité de la rue, pour les réverbères, quoi. Et puis celui-là, c'est sans importance, c'est visiblement, puisque c'est un avion. Mais ce qui m'a... C'est cet avion qui... C'est quelle année, ça, docteur? C'est en... Peut-être que c'est marqué dessus. Oui, tout à fait au début, tout à fait au début. Oui, ah oui, oui. D'accord. Non, je ne l'ai pas. Oui, non, mais ne vous inquiétez pas, c'est marqué dans votre livre et que l'étude elle a commencé dans les années 90, vous avez commencé un petit peu avant. Voilà, au début, voilà comment on éloignait les gens trop curieux de ça. Le prix de cette journée, la journée c'était 3000 francs en 1998. En 1998, voilà. Et les 2 jours coûtaient 6000 francs. Qu'est-ce que vous voulez qu'un particulier puisse se payer? Même un type intéressé comme moi, je ne peux pas payer 6000 francs pour ce truc. Bon, là, ils m'ont fait cadeau parce qu'évidemment, j'ai exposé à cette... Ça a été la première fois que j'ai pu exposer mes idées. Sur un colloque sur l'électromagnétisme et l'écologie en 1998, ça coûtait 6000 francs. C'était... Merci de nous montrer ça, parce que c'est... C'était offert, c'était organisé par l'UIMM, l'Union internationale des industries métallurgiques et minières. Oui, d'accord. Visiblement, il vous est intimidé. Et Annie Gilibre était là à ce colloque, et elle s'est dit, oh, voilà un type qui est intéressant dans tout le truc de photo. Regardez. Annie Gilibre qui, je le rappelle, a participé en tant que scientifique à l'élaboration de cet ouvrage majeur que j'invite vraiment les gens à au plus vite se procurer pour comprendre un peu les enjeux et surtout s'il y a des mamans qui prennent vraiment conscience qu'il y a le principe de précaution qui doit vraiment être mis en œuvre très vite. Voilà. Dans ce livre, il y avait toutes les données qu'il connaissait déjà, qui ne lui apprenaient rien du tout de nouveau, mais qui étaient compliquées. Oui. Je ne sais pas si on peut le lire là, ici. Si, on le voit un petit peu, les actions, oui, moi je vous mets un peu. Si je peux zoomer.
Oui, oui, avec sa zone. Oui, vous pouvez le montrer. Bon. Donc j'ai fini ici. Je ne sais plus où j'en suis là. Alors, votre poteau, voilà, vous étiez au premier poteau. Alors ce poteau, qu'est-ce qu'il représente en fait? Ce poteau représente un passage de 4 fils à un seul câble fait des 4 torsadés sur une âme d'acier. Sur une âme d'acier. Ça c'est intéressant parce que pour un hygiénisme c'est très important parce que 4 fils électriques, 3 phases qui passent autour d'une âme électrique, il faut le signaler. Bon, alors voilà, vous voyez ici, ceci représente le champ magnétique qui est courbe, qui peut être au niveau de ce poteau, forme un point d'interrogation. Donc la partie courbe la partie courbe du champ est représentée représente la partie magnétique du champ et la partie rectiligne représente sa composante électrique. Alors dites-nous, est-ce que c'est une configuration de poteau que vous avez trouvée systématique dans les environs des habitations des gens atteints de leucémie chronique. Leucémie myéloïde chronique. À chaque fois, c'est ce type de poteau-là? À chaque fois, par hasard, c'était à chaque fois, parce qu'en fait, c'est sur différents... Ça peut être sur d'autres poteaux, on le verra. Je me suis organisé. Mais par bonheur, pour moi, j'ai trouvé les 4 fois le même. Je me suis dit, la 4e fois, je ne l'avais pas trouvé. J'avais trouvé qu'il n'y avait pas de fil électrique. Je me suis dit, bon ben, j'ai foiré. D'accord, c'est par rapport à la liste de gens que vous avez donnés qui étaient décédés de maladie du sang, du cancer du sang, c'est ça? De leucémie particulière. Oui, oui. Et à chaque fois, quand vous avez été dans les environnements des habitations, vous avez trouvé ces poteaux spécifiques. Ce poteau spécifique. Ce poteau spécifique ou d'autres, que vous avez montré tout à l'heure. Ou d'autres que je vais... configurations, mais c'était à chaque fois. Chaque fois, c'est un hasard, parce que maintenant, je ne les trouve plus, alors ça ne veut pas... Oui, non, mais à l'époque, quand vous avez fait cette enquête-là, ça a été vérifié. Oui. Alors, on ne peut pas parler du hasard. Si ça se retrouve à chaque fois, comment peut-on parler de hasard à ce moment-là? Enfin, je laisse les gens juger par eux-mêmes. Ça, c'est le hasard pour moi. Certains disent que c'est Dieu qui passe incognito. Je crois que c'est Einstein qui disait ça. Comment c'est Dieu qui passe incognito. Ils disent que le hasard. C'est Dieu qui passe incognito. Oui. Quel personnage avait dit ça, mais j'avais trouvé ça très, très joli. Donc vous avez fait ça, mais je sais que dans votre observation aussi, vous avez vu, bon ça c'est déjà un premier signe, mais il y avait d'autres signes, c'était des courants vagabonds qui peut-être aussi perçaient des tuyauteries d'eau. Oui. Il y a d'autres signes, il n'y a pas que le signe de ces poteaux-là, il y avait aussi d'autres signes qui étaient mis en commun, il y avait aussi tout à fait. Des touillas qui étaient cramées, vous voyez qu'on appelle ça des clôtures de cyprès de l'Island 6. Voilà, les cyprès de l'Island qui sont très sensibles donc, au courant ils doivent être, je ne sais pas s'ils sont très sensibles, en tout cas, ils roussissent près des... Souvent, il y a ou une branche du tuya, ou même tout le tuya lui-même qui roussit auprès de ces feux. D'accord. J'étais très étonné par ça. Bon. Ben, en fait, pour expliquer aux gens, vous avez pris dès que vous avez eu cette intuition suite à cette prise de sang que vous avez fait pour vérifier votre taux de fer, vous avez dit je vais aller vérifier autour de l'habitation de gens qui sont morts de leucémie et vous avez... Voilà, pour lesquels j'ai un diagnostic précis, voilà, et pas un diagnostic la voie publique. Très précis. Et avec l'adresse précise. Et donc vous avez pris votre bâton de pèlerin et après c'est le sens de l'observation, vous avez observé l'environnement de ces poteaux et voilà. Jusqu'au jour où j'ai trouvé un monsieur qui était avec un stéthoscope et dont j'ai mis la photo dans le livre. Oui, tout à fait. Oui. Et puis il est en train d'ausculter quoi? Les bruits sur une espèce de boule, très boule de cristal, sur une boule,
piquait sa boule dans le sol, et puis il écoutait là. Et après, il badigeonnait de bleu là. Il cherchait les fuites d'eau. Il cherchait les fuites d'eau. Oui. Et pour montrer à ses collègues qui allaient venir ensuite la réparer, il badigeonnait la clé d'eau sur le trottoir de bleu. D'accord. Ça aussi, c'est ce que vous m'aviez dit la dernière fois qu'on s'était vu, c'était très, très... c'est ce que vous recherchiez, en fait. Ah oui. S'il n'y avait pas des traces bleues sur des... sur le poteau... Sur la route. Sur le trottoir. Sur le trottoir. Là où il y avait des... Parce que sur la route, c'était écrasé par les camions. Sur les trottoirs, s'il n'y avait pas des marques bleues, oui, qui indiqueraient qu'il y a une fuite d'eau, et donc ça, je crois que c'est des marques bleues qu'ils font pour les équipes, pour des réparations, quoi. Oui. C'est pour indiquer les endroits aux gens pour réparer les fuites, quoi, en fait. Ça laisse un souvenir exact, en tout cas, beaucoup plus que dans la mémoire des gens qui parlent. Ah ben c'était là-bas, non c'était là-bas, qui vous disent n'importe quoi. C'est marqué au sol, il y avait des marques au sol. Marques au sol. Très bien. Et donc, ces fuites, pour vous, étaient et sont faites par des courants vagabonds. Vagabonds dits de retour, ce qu'ils appelaient, ce que j'ai appris après de la SNCF, que c'est ce qu'ils appellent au service de corrosion, les ingénieurs ou les techniciens du service de corrosion appellent la FEMLI, force électromotrice longitudinale induite. Oui, ce que vous m'aviez appris et que vous marquez dans votre livre, que j'ai vraiment... j'ai été sur le cul, excusez-moi, où vous avez fait des tests, où vous étiez capable de voir quelques secondes avant le passage du trait. Quand il allait arriver. Quand il allait arriver, vous aviez sur votre voltmètre, un simple voltmètre planté dans le sol, qui marque une valeur qui monte, ça veut dire qu'il y a une résistivité qui change, et aussi des animaux dans une étable qui était à cet endroit-là, qui étaient capables de le ressentir quelques secondes à l'avance. Et puis surtout à 700 mètres de la voie ferrée. Ah oui. C'est ce que je veux bien que les auditeurs écoutent bien. Hein. C'est marqué dans le livre, démontré, c'est à plus de 700 mètres des voies SNCF. Oui, là c'était un cas tout à fait particulier parce que c'était dans un virage, dans une courbe de la voie ferrée. Attendez, on va le retrouver. On peut retrouver des courants vagabonds dans le sol à plus de 700 mètres des lignes. C'est incroyable, incroyable. Et qui dit passage de courant, dit perturbation du champ magnétique, on en parlera tout à l'heure, mais les deux vont ensemble. Mais s'il y a un passage de courant, il y a une modification du champ magnétique, et on sait aujourd'hui que l'être humain est très sensible au champ magnétique. Voilà. Zut alors. Et je n'ai pas là-dessus parce que c'était après. C'est pas grave, c'est dans votre livre, par contre. C'est très documenté sur votre livre. L'histoire avec dans le virage, avec les tables. Le fait que vous aviez fait débrancher, je crois, la mise à la terre du dernier poteau. Et les vaches. Un retour. Et les vaches se sont senties très bien. Et j'ai appris à ce moment-là qu'il y avait aussi que je n'étais pas le premier sur la question. Je suis le premier nulle part. Je suis un type qui a trouvé tout seul, mais... Une observation remarquable. Merci du fond du cœur. Je suis vraiment très ému de pouvoir vous interviewer parce que j'étais très touché par votre livre qui est vraiment la synthèse de l'intuition que j'ai depuis le début, où les gens me connaissent avec de dire faites attention, cette électricité dans les maisons, c'est pas quelque chose de banal et ni de banalisé. Vous l'avez démontré par cette étude, je le rappelle, qui a plus de 15 ans. Quoi. C'est vraiment un travail remarquable. Quoi. Danse en Belgique a trouvé que les... Jean-Marie Danse, oui voilà, c'est Jean-Marie Danse a trouvé que, et son équipe, ils ont trouvé que les vaches se trouvaient mieux quand on soudait les pièces, les grilles métalliques, ce qui facilitait les courants, ce qui étalait les courants, quand on les soudait. Mais il fallait les souder plutôt que les visser. Oui, pour éviter des résistances entre les pièces. Il y a des résistances, il y a des tensions différentes. J'ai noté au fur et à mesure tout ce qui pourrait me servir un jour pour une éventuelle protection. C'est pour ça que le lit métallique, enfin, je ne parle pas encore du lit métallique, je ne sais pas faire de... On va y venir tout à l'heure, à vos préconisations, c'est ce que vous voulez laisser vraiment aux gens. Quoi. Je me rappelle que la dernière fois, vous étiez très ému. Que certaines préconisations que vous avez données ne soient pas encore aujourd'hui un peu plus compris de large public, parce que vous me parliez des mamans,
Et moi aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est les mamans aujourd'hui qui se retrouvent avec des enfants, des fois qui sont touchés par la maladie. Oui, et ça pourrait être très évité bien souvent avec vos préconisations. Quoi. En tout cas, il faut essayer de trouver quelque chose parce que c'est insupportable. Que des personnes âgées de mon âge se trouvent avec un cancer ou une tumeur cérébrale, c'est relativement peu grave parce qu'on a établi nos familles, mais quand vous avez votre famille à faire, je trouve ça beaucoup plus grave. Oui. Je ne sais pas où est-ce que je voulais vous montrer. Oui, non, c'est pas faisable parce que j'ai deux plans différents, alors ça va pas. Alors pour en revenir à ces courants vagabonds dans le sol, et pour faire la transition avec les enfants, vous m'aviez dit que vous aviez assisté ou vu ou relaté un fait où un enfant dans un tricycle comme ça a été foudroyé par un courant rayonnant oui, dans le tricycle dans sa rue. Tout à fait, c'est un mortel au Perche, dans le Perche français, qu'un enfant un enfant de 10 ans a été foudroyé sur son tricycle à la sortie de l'école. Il venait à chercher un petit frère avec sa mère, et puis il est tombé mort. Oui. Rupture d'anévrisme cérébral, on dit les légistes. Et vous avez pu constater que c'était... Eh ben, je suis allé sur place. Je suis allé sur place toujours, et j'ai vu qu'il y avait une fin de ligne qui était là, comme une antenne. Il y a eu peut-être un effet d'arc, je ne sais pas. Ou une perturbation du champ spatial, ce que vous expliquez dans votre livre, un endroit où le champ spatial est complètement modifié et qui est très perturbateur pour l'organisme, ce que vous dites dans votre livre. Vous appelez ça la modification du champ spatial, je crois. Hein? Oui. Je crois que c'est ça. Vous l'appelez comme ça. Hein? Alors ça, c'est rare que sur le champ même, les personnes se tombent. Oui. Mais on a été plusieurs à le voir, ça. C'était Serge Combe, Sargentini, qui, avec son site de Next Up, le relate. Le jour où le directeur de l'OMS a été élu président international à l'OMS, il était là avec son téléphone à la main, tac, il est mort foudroyé aussi. Et alors, Serge dit, mais les appels sur le téléphone ont été tellement nombreux ce jour-là, à ce moment-là, que tous à la fois, je pense, il pense que ça a dû lui flanquer une rupture. Il dit. Oui. Il y a beaucoup de choses à découvrir encore là-dessus. Ouais. Enfin, ce qui est sûr, c'est que moi, ce qui m'a vraiment étonné dans votre livre, c'est cette rigueur que vous avez à vraiment faire un travail d'investigation très précis. Même à un moment donné, vous dites qu'on ne vous donnez pas les adresses des gens malades, vous ne les donnez pas, mais vous, par la simple observation, vous donniez la maison précisément. Oui, ça je l'ai trouvé plusieurs fois. C'est incroyable, ça. Plusieurs fois. Non, c'est pas incroyable. Ben, c'est incroyable pour les gens à qui c'est pas dans leur conscience. C'est ça, je regarde. Voilà, on m'avait demandé ici, par exemple, on m'avait dit qu'il y avait eu un ODG, un oligodendrogliome, qui est une tumeur la plus rare, dont je vous parlais tout à l'heure de Fleury qui a fait sa thèse sur les oligodendrogliomes, sur les tumeurs cérébrales. Il disait que c'était la plus rare. Eh bien, on me disait que dans un petit village, on m'avait dit qu'il y avait une tumeur comme ça qui était existante. Eh bien, je suis allé dans ce village, j'ai regardé tous les poteaux un peu, et celui-là, la fin de la ligne se voit bien, là-dessus. Le petit oiseau qui est à côté, qui est attiré par les qui était là-dessus. Alors un petit oiseau sur un poteau, je fais rire les scientifiques qui me traitent d'ahuri, parce qu'ils me disent, mais enfin, des oiseaux sur des poteaux, il y en a partout, monsieur. Soyez raisonnable. Oui, mais ils viennent juste sur le... Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils picotent. Peut-être, je ne sais pas s'ils sont attirés par... Ils sont attirés. Est-ce qu'il y a attirance ou attraction de ces oiseaux? Attirance signifiant qu'il y a une volonté de leur part d'y aller, ou attraction comme
bateau au fond d'un maelstrom. Est-ce qu'ils sont attirés? Et oui, c'est aussi quelque chose que je dis là pour les gens qui nous suivent. Dans le livre, vous avez relaté ça, cette observation remarquable. Il y a certaines configurations de poteaux où vous avez les hirondelles qui viennent, souvent, d'une année à l'autre, et il y avait une modification sur la ligne, après elle ne venait plus. C'est-à-dire qu'il y a bien un lien direct entre, entre le champ magnétique sur certains poteaux ou certaines lignes, qui doivent, comme vous dites, attirer peut-être certaines bestioles. Alors, donc, les magnétites ou les espèces de GPS ou de ces oiseaux ou de ces insectes est modifié, c'est pour ça que ces poteaux ou ces configurations les attirent. Et quand il y a une modification sur la ligne, il apparaît que l'année d'après, ces hirondelles ne venaient plus. Voilà, elles ne venaient plus, c'était à Coulomb. Il y a un lien direct, si vous voulez, entre les animaux, votre observation avec des insectes, et ça, voilà, c'est ça que je voulais dire, avec certains insectes et des oiseaux qui se posent sur certains poteaux, c'est que, et dans ces endroits-là, vous avez repéré qu'il y avait des gens malades. C'était aussi l'observation que vous faisiez, quoi. C'était ces gens malades, le fait de rechercher ces environnements. Là, ce truc, c'est une de ces 4 maisons, je ne vous dirai pas laquelle, parce que le village est petit, la rupture du secret médical, je n'ai pas le droit de le dire, mais on me l'a confié parce que j'étais médecin, mais je ne peux pas le dire. Il est dans une de ces 4 maisons, il était fou, la personne qui m'avait dit ça. Et donc, pour être précis, la distance à peu près de ces poteaux que vous avez estimé, c'était entre combien et combien? Alors, le minimum c'est dans le jardin de la personne, et le maximum c'est 50 mètres. Mais Anne Hygiénie me déconseille de prendre 50 mètres comme distance parce qu'elle dit c'est trop loin, tu vas foutre la frousse à tout le monde, ça n'est plus valable ton histoire. Tandis qu'à 35 mètres, tu restes à 35 mètres. Mais j'ai tout fait mes calculs sur 50 mètres. D'accord. Un rayon de 50 mètres de poteaux que vous appelez ces poteaux des poteaux dangereux. C'est comme ça que vous les nommez, quoi. Voilà. En fait, dangereux ou pas, ça c'est la science qui nous dira demain, moi comme je dis aux gens, hein, c'est aux scientifiques pur et dur à nous démontrer des faits. Parce que ce que vous avez constaté, c'est des faits. À me montrer que c'est pas ça la cause. Comment? À me montrer que c'est pas ça la cause. Oui. Quand je vois tout l'ensemble du truc, du truc physique, les tuyaux qui percent, 2, les tuyaux bleus d'eau, 2, les oiseaux ou les insectes attirés, 2, 3, le malade à côté, et... Oui, c'est des faits, et c'est après les scientifiques qui doivent démontrer pourquoi ces faits existent. Voilà, c'est après, par contre, ils vous embêtez à vous, mais c'est qu'ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas entendre qu'il y a une corrélation entre des faits et la maladie. Aujourd'hui, mais c'est en France, ça. Vous savez probablement ce que c'est que AARP, le programme AARP. Bon, eh bien, ils n'en ont pas parlé à la conférence internationale de la COP qui a eu lieu en décembre. Oui, la COP 21, ils n'en ont pas parlé en 2015. C'est un sujet extrêmement brûlant. On a l'impression qu'ils se tenaient tous les deux en riant, le français et l'Obama. Mais vous savez, en France, puisque moi je suis aussi à essayer d'ouvrir un peu les consciences des gens pour qu'ils comprennent que nous vivons dans un environnement électromagnétique et notre corps interagit en permanence avec cet environnement électromagnétique et qu'il faut être très vigilant, déjà prendre conscience qu'il existe et 2, être vigilant par rapport à ça, mais il y a tout un travail à faire. Parce que de l'autre côté, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Nous ne sommes pas des êtres sensibles à l'électricité. Moi, ce que je crois en pratique, comme dirait mon père, il essaie de donner des conseils pratiques. Oui. Ne pas acheter de maison, quand on a le choix, près de ces poteaux électriques. Ne pas acheter près du transformateur dans tous les cas. Voilà. Ça, c'est d'après votre expérience, voilà, on va y aller. Quelle préconisation, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que vous voulez livrer aux gens? Parce que c'est ce que vous m'avez touché la dernière fois, je vous ai même vu très très ému quand vous parliez des enfants, parce que vous avez eu beaucoup de cas de cancer d'enfants du cerveau dans des configurations comme ça, techniques, environnementales que vous avez notées, avec déjà le premier signe, c'est les oiseaux, les poteaux fin de ligne, les fuites en sous-sol, des fois c'est des haies de touillas qui sont cramées, et la corrélation de cet ensemble-là, vous arrivez directement à dire... Et éviter l'environnement. Mais même quand vous promenez, ça c'est à Tours que j'ai fait l'observation. À Tours, un jour je me promenais et j'ai vu, en arrivant près de la gare, là où il y a le camp, à Saint-Jean-des-Cordes, qui est la gare de Tours, il y avait
une femme qui promenait son chien. Je la vois d'un seul coup qui fait la fuite, qui fait un détour avec son chien, et puis un autre chien qui est en train de gueuler comme un sauvage. Ben, je lui dis donc, pourquoi est-ce qu'il fuit comme ça, votre chien? Oh ben parce que l'autre jour, l'autre lui a arraché, le chien lui a arraché au mien l'oreille presque. Et je disais, il y a un poteau électrique à l'angle de cette propriété. Est-ce que les chiens, quand vous êtes dans des rues désertes et que vous promenez votre chien, vous remarquerez qu'il y a certains chiens qui sont innommables, qui sont gueulards. Et ben, les 2 fois, je l'ai vu, une autre fois à Toulouse ici, un chien qui gueulait comme un sauvage. Et dans la rue, il était juste à l'endroit où il y avait un poteau électrique, comme ça. Est-ce que ça trouble le psychisme des chiens aussi? Oh, c'est fort probable, parce que moi j'ai démontré le peu que j'ai compris aujourd'hui. Vous savez ce que je vous ai montré avec le détecteur là, que je vous ai offert, là, des radiateurs qui émettent ces champs électriques. Vous avez des enfants qui sont à côté, mais ils braillent toute la nuit. Ces appareils, vous les débranchez complètement, vous les mettez à la terre, mais les enfants se sentent mieux. Vous voyez, donc je suis moi persuadé, ça n'engage que moi ce que je veux dire, mais je suis persuadé que nous sommes très sensibles à l'électricité fabriquée par l'homme, par le 50 Hz. Mais au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Voilà. Alors bien sûr, il n'y a jamais eu d'études. Alors si, les études qui sont faites, c'est pour nous rassurer tout le temps, pour dire circuler, il n'y a rien à voir, consommer sans réfléchir, parce que c'est ça, en fait. Il faut que l'être humain, il est né pour consommer sans remettre en cause le monde dans lequel il vit. Moi, j'invite les gens à se poser des questions quand même, parce que c'est... Voilà, alors les autres poteaux, bon ben ça c'est facile, c'est un poteau de début de lit, vous voyez. La remontée du transfo, comment l'anti-larmier contre l'alarme, pour que la pluie n'aille pas se mettre dans la gaine, il remonte avec une crosse comme ça, et la ligne qui part. Ici, alors ça c'était le Ruse qui m'avait dit, ben ça près de ces... Le Ruse est un des grands physiciens qui s'est intéressé à cette question depuis 15 ans, une quinzaine d'années aussi. Ça, c'est un poteau que vous appelez de type 3, en fait. Type 3 et type 4. Type 3, c'est le début de ligne, et type 4, c'est le... Le poteau qui porte un boîtier en métal, non pas en métal, mais un boîtier attendez, il le porte en plastique ici, mais le trouble est très fort quand le boîtier... Le boîtier est en fer. Voilà. Après ça, oui, les types 5, vous avez les 2 fins de ligne qui arrivent. 2 fins de ligne, alors là, j'étais surpris. J'ai trouvé ce poteau de 2 fins de ligne, il est dans mon bouquin, devant la maison d'un garçon de 23 ans qui venait de décéder d'une tumeur cérébrale l'année d'avant. Mais c'est tellement régulier comme poteau il a fallu que je passe 4 fois devant, parce que les bouts étaient juste dans le prolongement l'un de l'autre. Il faut vraiment le voir, s'arrêter pour le voir. Je me suis arrêté pour le voir, et je me suis aperçu que je voyais un transformateur au bout de ligne de l'autre côté, et puis de l'autre côté, ici aussi, je trouvais un transformateur. Je dis, mais ça ne se fait pas ça, 2 lignes ne peuvent pas s'arrêter. Elles n'injectent pas toutes les 2, il doit y avoir une rupture de ligne. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Ça, c'était invisible, voilà. Alors voilà, vous avez ici, en résumé, le poteau de début de ligne, le transformateur, le poteau normal, poteau régulier, pas de problème, poteau de type 1. C'est un schéma qui est disponible sur votre livre, ça, je crois. Oui. Il n'y a pas les couleurs dessus, mais... Oui, d'accord. Tout est expliqué, quoi. Oui. C'est vraiment incroyable que, je vous dis, la vie est extraordinaire. Je remercie le ciel que cette scientifique Annie Gilivre m'ait donné ce livre, m'ait offert ce livre, que je puisse faire connaître ce travail. Voilà, je fais le colibri, comme on dit, c'est ma part à moi, mais tout le mérite vous revient, docteur, c'est vraiment incroyable ce que vous avez fait, quoi. C'est vraiment, vraiment incroyable. Après, les gens sont libres de croire ou pas croire. Déjà, ça, c'est pas de la croyance, c'est de l'évidence. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut faire sans grande dépense d'argent,
sans grande, comment dit-on, sans grande dépense d'argent, sans trop de frais, juste en évitant de se mettre à côté de ces poteaux, parce qu'on est embêté avec toujours la crainte, toute la vie qu'il y a. Et les transformateurs aussi, mais ce que vous disiez, de plus en plus, ils les cachent, les transformateurs aujourd'hui, on ne sait pas trop où ils sont dans les... Non, ça c'est toujours caché, les transformateurs. Au début, ils étaient officiels. Les transformateurs anciens ressemblaient à des véritables tours de phare, avec des créneaux, des... Oui, il y avait des espèces d'assiettes vertes même, où il y avait les câbles qui rentraient dedans, le 20 000 qui rentrait dedans. Voilà, maintenant c'est fini, maintenant. Donc ce qui cache, c'est les faiseurs de parasites. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je ne la vois plus celle-là? Elle a disparu une page. Ça, c'est en Bretagne. J'avais une personne qui avait un cancer du sein. Et elle me dit, mais c'est héréditaire, mon histoire, car un des réflexes des médecins, lorsqu'une fille et une mère font le même cancer, le réflexe normal, moi je l'ai aussi, c'est de dire, oh, mais la mère avait un cancer du sein et la fille en a un aussi, hérédité. Oui. En fait, j'étais surpris parce que la fille n'avait eu que 2 adresses, et la première adresse, je l'ai trouvé la première adresse dans la ville. On m'avait dit qu'il y avait cette femme qui avait eu un cancer du sein. Même pour un cancer du sein, vous avez trouvé... Oui. Ben, j'ai trouvé, regardez, j'ai trouvé ce poteau qui venait d'une rue à côté et qui n'était pas dans la rue même, mais il arrivait par le biais du retour à 30 mètres de chez elle, à peu près 35 mètres. Et c'est un poteau de type 5 que vous avez... De type 5, voilà. Alors je lui ai dit, mais madame, est-ce que je pourrais aller chez votre père pour voir s'il n'y a pas par hasard le même type de poteau? Elle m'a amené chez son père, qui était à 15 de kilomètres là, en voiture. Et voilà ce que j'ai trouvé. La chambre du père était ici, et cette fin de poteau était ici. Ah oui. De l'autre côté de la rue. Et qu'est-ce que je prouve maintenant? Oui. Mais, comme vous disiez, je ne sais pas qui c'est qui racontait ça, il y a la génétique et l'épigénétique. La génétique, c'est la balle dans le pistolet, mais l'épigénétique, qui est dans l'environnement, peut-être aussi, c'est le doigt sur la gâchette. Donc il faut qu'il y ait une corrélation des deux. Alors peut-être, vous voyez, quand vous parlez de l'hérédité, moi je veux bien l'hérédité, c'est peut-être la génétique, on vient avec ce qu'on est, mais l'environnement va peut-être déclencher l'hérédité. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je crois aujourd'hui fondamentalement, c'est que c'est une corrélation des deux choses. Et plus sûrement, je n'affirme pas que l'électricité soit tout, mais il y a beaucoup, certainement. Oui. Et par exemple, l'empoisonnement environnemental par les déchets. J'ai trouvé que dans une ville où on a accusé les appareils à brûler, comment ça s'appelle, un stérilisateur, oui. Un incinérateur. L'incinérateur. Un incinérateur était responsable. On a accusé l'incinérateur d'être responsable. Oui, mais à 5 km de l'incinérateur, c'était quand même gros. Petite ville de province. Oui. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé la personne qui avait... Oui, on a accusé l'incinérateur et vous avez été refaire une investigation et vous avez trouvé des poteaux. Autour des poteaux, c'était déclenché finalement par les poteaux. L'incinérateur certainement avait une cause. Est-ce que ça met en miettes les petites particules sales de l'incinérateur, la dioxine, etc. Est-ce que ça le met en miettes? Oui, pourquoi est-ce que ça ne serait peut-être pas plus simple que ça? Est-ce que ça ne mettrait pas le corps en faiblesse telle que la moindre chose qui vient de l'agresser, il est plus capable de peut-être comme la diminution, combattre, la diminution de poids, par exemple, fait que... Oui, quand vous êtes faible, vous n'avez plus du tout
c'est bête ce que je veux dire, mais quand on est en situation de faiblesse, on n'a pas l'énergie suffisante pour se réparer ou pour se guérir. Et peut-être que moi, c'est ce que je dis au départ, c'est que moi, l'électricité, pour moi, c'est sûr, c'est quelque chose qui nous met en stress, qui met le corps en stress et qui l'affaiblit. Et alors après, chacun, on va développer telle ou telle pathologie ou pas, mais pour moi, c'est un stress majeur, l'électricité. Ça, je l'ai déjà dit dans votre vidéo, je le dis encore face à la caméra. Et je ne pense pas que c'est la cause de toutes les maladies qu'on a, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'aide pas le corps à se régénérer, à se réparer. Et c'est pour ça que je vous en ai fait part la dernière fois, que j'ai inventé un système pour couper l'électricité la nuit. Ah oui, ça c'est très bien. Ça c'est vraiment, vous voyez, ça aussi c'est... Mais comment ça s'appelle? C'est un détecteur de champ. Détecteur de champ. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Et sur le site, là, les pieds à la terre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, sur notre site de l'association. Mais c'est surtout aussi ce que vous avez dit, ce que j'ai fabriqué et inventé. C'est... voilà, vous avez pu prendre conscience que là, vous êtes dans un environnement... mais la lampe, on l'a branchée comme il faut. Bon, ça c'est un aparté. Vous vous rappelez, la dernière fois, on l'avait mis comme il faut. Oui. Mais c'est surtout que voilà, je vais proposer aux gens un système à mettre au tableau électrique pour couper le courant la nuit, court-circuiter toutes les boucles, enfin vraiment parce qu'on n'a pas besoin en plus la nuit d'électricité. Il faudrait apprendre à consommer différemment. Et puis moi, voilà, c'est par rapport à vos lectures, on en avait parlé, l'autre parrain de l'association qui est Jean-Pierre Masqui, qui a fait lui aussi à son niveau, il avait fait un travail remarquable avec les liens entre la sclérose en plaques et l'électricité. Je pense que le principe de précaution, surtout s'il y a des mamans qui nous écoutent, c'est on n'a pas besoin d'être irradié la nuit ou d'être exposé à des champs électriques comme ça. Donc le mieux c'est de couper. On est allés ensemble au colloque international de Budapest. Tous les deux avec Jean-Pierre Masqui, vous avez plusieurs autres que Masqui. Mais il y avait Masqui, il y avait... je suis... Vous me procurez une joie de vivre ce que je suis en train de vivre, docteur, vous ne pouvez pas vous imaginer, parce que c'était cette intuition profonde que j'avais par rapport à ces troubles de santé et l'électricité domestique. Voilà, ici, le xylocope, donc. Ah oui, cet insecte particulier que vous avez. Xyloscopos veut dire coupeur de bois, en grec, et c'était un hyménoptère qui se déplace selon le champ magnétique. Alors je ne sais pas toujours si c'est le champ magnétique qui les attire sur ces poteaux ou si c'est comme le disait j'avais présenté mon observation chez les entomologistes et il m'avait dit non, c'est complètement fou votre histoire, on ne peut pas publier ça. Je suis donc refusé dans le... Vous voyez, il y a eu... Oui. C'était refusé. Alors, pourquoi est-ce qu'ils vont sur ces poteaux? Ça peut être soit le champ magnétique, soit parce qu'ils veulent couvrir une femelle qui viendra à passer par là. Il y a une attirance des femelles. Ils sont attirance plutôt qu'attraction. Ou attraction, je ne sais pas. Oui. Oh, mais peut-être aussi simplement que leur système de radar est perturbé et leur donne une mauvaise information, puisqu'aujourd'hui on est à l'ère de l'information quantique, la physique quantique c'est toute cette information. Peut-être que, moi c'est ma suspicion aussi, et ce que je mets en avant, ça n'engage que moi, c'est que l'électricité transporte énormément d'informations, et des fois il peut y avoir des informations parasites. Et donc certains organismes, comme ces insectes ou même nous, eh bien, on récupère de l'information qu'on n'a pas besoin, quoi. Donc ça peut être très perturbateur aussi. Turtle dove, les tourterelles, les pigeons, les hirondelles. Oui. Oui. Et puis, voilà, ce que vous dites, c'est pas l'oiseau tout seul, c'est que les gens comprennent bien aussi, c'est une corrélation de choses. C'est des poteaux de type dangereux que vous avez bien identifiés, souvent des croix bleues sur les trottoirs qui viennent nous dire il y a des fuites pas loin dans les réseaux de distribution d'eau. Donc il y a des courants. Donc il y a des courants vagabonds dans le sol, donc il y a certainement des transfos qui sont pas loin, ou des lignes de voie ferrée ou de chemin de fer quelque part. Peut-être aussi, par observation, des haies de Touya ou de cyprès de Leyland, des endroits qui sont cramés. Ça, je mettrai dans la vidéo, dans le montage
vraiment des photos que vous m'avez montrées, on voit vraiment par rapport à une bouche d'incendie, où dans le courant on voit très bien sous les fils, le côte. C'est vraiment une concordance, c'est plusieurs faits en fait, comment on appelle ça, plusieurs éléments mis bout à bout. Qui à chaque c'est reproductible par contre. À chaque fois, quand vous aviez des gens malades ou des gens, des adresses ou non que vous aviez, c'était à chaque fois c'était pareil, quoi. Et là on ne peut pas parler du hasard. En tout cas, il y a plusieurs coïncidences, ça fait beaucoup. Oui. Plusieurs coïncidences à la fois. Oui. Est-ce que vous avez vraiment quelque chose des préconisations à donner aux gens ou par rapport au recul sur cette étude que vous avez fait, est-ce que vous avez des choses vraiment à transmettre par rapport à la... Voilà encore les hirondelles. Ça, j'ai passé toute l'après-midi dessus. C'est un roman dans la Drôme. Il y a un cancéreux dans les 15-30 mètres de ce poteau. Oui. Et voilà le poteau, 4 fils d'un côté et un câble tarselé. Toutes les hirondelles, il y en avait une centaine à peu près qui s'envolaient tout en même temps. Ça obscurcissait le ciel. Elles venaient se reposer comme aux chaises musicales les plus proches guillant la proximité de ce crochet. Oui. Et après se distallant ici, vous voyez que sur les poteaux annexes, il n'y en a pas. Oui, oui. Il n'y en a pas ici, il n'y en a pas ici, il n'y en a pas non plus, il n'y en avait pas non plus ici. Et c'est ce que vous appelez, vous, la modification du champ spatial. C'est ça. La VASEM, variation asymétrique du champ électromagnétique. Une variation asymétrique, c'est ça, j'ai des variations du champ spatial, mais c'est la variation asymétrique du champ électromagnétique. Qui fait que, alors, ça attire certains animaux, oui, c'est ça en fait, ils sont attirés par ça. Ou ça les fait hurler contre les chiens. Ou ça fait hurler les chiens, oui. Ça fait hurler. Très très bien. Je ne sais pas si c'est... réflexion, c'est vrai que des fois il y a des chiens, ils font caboyer, on ne sait pas pourquoi ils aboient. C'est quelque chose que vous avez remarqué, ça ne me serait pas venu moi à l'esprit de suite, mais c'est d'une évidence, quand on a compris un peu, c'est bien quelque chose qui perturbe l'animal, quoi. C'est comme les vaches que vous disiez dans l'étable, qui étaient proches du TGV, qui quelques minutes ou quelques secondes avant, quelques minutes avant même, je crois, non? Non, c'est... Des secondes, je ne sais pas. Quelques minutes avant. Quelques minutes avant que le train passe, elles avaient déjà ressenti l'effet du courant, puisque le courant devance le train, évidemment, puisqu'il est beaucoup... il est poussé par le... Oui, mais il est consommé à 1 km, il retourne... Parce que ça, c'est un précepte aussi dans l'électricité, que j'ai déjà dit dans notre vidéo, c'est les électrons, leur seul but, c'est de retrouver la source qui leur a donné naissance. C'est à chaque fois, ceux qui les fabriquent, il faut qu'ils retrouvent en fait l'origine de là où ils ont été fabriqués. Donc, ça, je l'ai trouvé à Colombes, à mon habitation, où j'avais très bien vu que à 60 mètres, à 60 minutes avant, 60 secondes avant le passage du train, je pouvais dire qu'il y avait un train qui arrivait alors que je ne le voyais pas. Je regardais, je l'entendais passer tout à coup et voilà, j'avais la preuve. J'ai téléphoné avec mes petits-enfants et un talkie-walkie. Je donnais un talkie-walkie à mes petits-enfants. C'était l'époque où il n'y avait encore que le talkie-walkie. Et puis moi j'étais le truc, je dis, oh là ça monte. Je voyais sur l'écran, sur le voltmètre, le voltmètre monter. Et je dis attention, voilà. Et toc. Juste avec les 2 pointes de touche dans le sol, c'est incroyable. On va s'arrêter si vous voulez un petit peu. On reprendra tout à l'heure. On va faire une petite pause pour le montage.